Vous êtes journaliste à RFI, vous connaissez très bien la RDC. Pensez-vous qu'un jour, on puisse, dans ce cas précis, dans ce cas du massacre de Yumbi, trouver et juger les responsables? Alors là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la justice militaire congolaise a ouvert une enquête. Effectivement, je parlais avec l'auditeur général tout à l'heure, il y a 14 personnes qui ont déjà été arrêtées et il y en a d'autres qui sont recherchées. On les a vus quand même agir assez vite sur ce dossier. Pas au moment où les événements se sont passés, parce que c'est un peu passé sous le radar de tout le monde. C'est pas Oui, c'est ce forcément qu'on un disait hier endroit. avec le grand magazine qu'on a consacré. Voilà, mais là, pour le coup, la justice militaire est en train d'enquêter. Ils disent, eux, qu'ils ont réussi à identifier 501 victimes. Donc, ils ont déjà un dossier avec au moins des victimes identifiées. Ces responsables-là, et ce qu'expliquait l'auditeur général, c'est que lui estimait que c'était justement à la fois prémédité et politique dans le cadre des élections, qu'il pensait que certains candidats avaient probablement cherché à faire fuir une partie de la population, parce qu'on sait que le vote est tribal au Congo, ou le vote est souvent tribal au Congo, donc ils cherchaient à fuir la partie, l'ethnie qui ne les arrangeait pas dans leur circonscription. C'est la question que pose à le reportage hier notamment. Voilà, et pour gagner l'élection. Donc lui est sur cette piste-là. Ce qu'il explique aussi, c'est que, voilà, parce que moi je lui pose la question et je lui demandais, effectivement, est-ce que vous pensez que pour une fois, parce que c'est assez rare, on va avoir des hommes politiques au Congo qui vont être jugés pour être liés donc à des milices ou à des groupes armés. On a un seul cas l'année dernière, c'est Frédéric Batumike, qui était un député provincial dans le Sud Kivu, qui a été lié par une milice et condamné à la prison à vie pour ça. Mais c'est vrai qu'en général c'est rare. Et ce qu'il me disait, c'est la population a désigné des gens, donc tous les commanditaires sont identifiés. Maintenant, il faut faire le lien matériel entre ces commanditaires, donc ces politiciens, et ce qui s'est passé sur le terrain. Donc lui dit qu'en tout cas, il a envie d'aller dans cette direction-là. En tout cas, ça rejoint donc complètement la question de ce soir dont on en parle. Comment juger les crimes commis sous l'ère Kabila? Donc le massacre de Yumbi en fait partie. Il y a aussi les violences dans le Kasaï ou encore la répression des manifestations à Kinshasa. On a eu beaucoup de réactions, hein, je l'ai dit Sonia. Une des réponses qui est revenue régulièrement, c'est qu'avec la transition, il y avait l'espoir d'une stabilité et donc il ne faudrait pas remuer le couteau dans la plaie. C'est ce que dit Platini de Sorel et Waké. Pour lui, pour la stabilité de certains pays, il vaut mieux faire certains compromis et avancer. C'est ce qu'il écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors bon, en pensez moi personnellement, mais disons qu'en fait ce qu'on peut dire sur la situation, c'est qu'on se retrouve dans un contexte un peu particulier, et on l'avait senti déjà un petit peu avant la proclamation des résultats, puisqu'on voyait celui qui n'était à l'époque que le président de l'UDPS, qui est maintenant le président de la République, Félix Tshisekedi, dire qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Il l'a dit quand même clairement avant la proclamation des résultats provisoires. On sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont été prises et de décrets aussi pour accorder des amnisties, notamment aux anciens chefs d'État et aux présidents des chambres et autres. Mais c'est vrai que le cadre particulier là, et ce sur quoi insiste beaucoup l'UDPS, c'est de dire, bon, il faut y aller doucement, parce que si on commence à y aller trop rapidement, il va y avoir une fermeture. Et vous savez que le contexte, c'est qu'il y a un président donc, qui était du parti d'opposition historique, mais que le reste des assemblées, toutes les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, sont entre les mains de la coalition de Joseph Kabila, les services de sécurité encore, pour l'essentiel. Donc c'est vrai qu'eux disent qu'il ne faut pas brusquer, que ça pourrait provoquer une très forte répression, et voire même plus, ou même certains évoquent un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Donc on sent qu'il y a une inquiétude par rapport à ça. Et d'autres internautes, justement, eux, ne croient pas du tout qu'une justice soit possible. C'est l'avis de Cyprien Crispien, PhD Bernard, qui écrit que la justice qui élève la nation n'existe pas. Alors comment peut-on juger Joseph Kabila? Sonia Rollet, est-ce que vous comprenez ce désarroi et cette absence totale de foi en la justice congolaise de la part de certains de nos internautes, hein? Même son de cloche, par exemple, pour Mohamed Idoual Freeman, qui dit qu'il n'y a aucune chance de juger un proche de Kabila, à moins d'en sacrifier. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a un gros socle d'impunité au Congo. Ça vient aussi des deux guerres du Congo. Il y a quand même plus de 400 crimes contre l'humanité, crimes de guerre qui ont été commis et qui ont été documentés par l'ONU, et pour lesquels l'ONU connaît les responsables, n'a jamais publié les noms, parce que l'ONU dit qu'elle préfère préserver les victimes et qu'elle a peur des représailles et autres. Je veux dire, il y a beaucoup de crimes en fait qui se sont répétés, y compris ceux du Kasaï, pour lesquels il y a très peu de justice. Et c'est ce qui a fait perdre, en fait, ça fait plus de 20 ans maintenant, donc ça c'est ce qui fait perdre la confiance aux Congolais, de la capacité de la justice à juger les responsables. Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'on ressent, et qui est notamment dû aussi au fait que justement il y a eu toutes ces déclarations politiques dans le camp de Félix Tshisekedi pour dire qu'il ne fallait pas toucher, ou même il y a les gens disent, mais à la limite c'est un héros de la démocratie maintenant, donc on ne peut plus le toucher, on ne peut plus le toucher ses proches. Mais clairement, est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui pourrait être mis en cause judiciairement un jour, et sur quel motif, hein?
Alors, en théorie, c'est ce qu'on voit à peu près partout, c'est-à-dire que tout est possible tout le temps et qu'avec le temps, tout peut éventuellement se passer. Là, pour l'instant, de toute façon, la loi ne le permet pas complètement, justement, de poursuite. D'abord, il faudrait déterminer pour quelle affaire précise. Je pense que là, les gens sont beaucoup plus en train de rechercher, déjà, dans le cadre de cette post-élection, la possibilité, en tout cas pour Félix Tshisekedi, de pouvoir gouverner en ayant des moyens, et que pour ça, les gens aimeraient au moins voir, avant les crimes de sang, des poursuites pour tout ce qui est crime économique, corruption, des audits et éventuellement des enquêtes. C'est vrai qu'il y a quand même des Kassaïens qui aujourd'hui réclament aussi la justice pour le Kasaï. Le président est originaire de là-bas, donc on va voir s'il y a des avancées là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait partie des préoccupations aujourd'hui de beaucoup de gens, mais aujourd'hui beaucoup plus sur les crimes économiques que sur le reste, quoi. Alors, certains quand même demandent à ce que on avance, que le pays avance avec une obligation de justice. Hein, c'est ce que dit Van Capita, qui écrit: nous devons inventorier tous les abus commis de 2006 à 2018 et que la justice soit faite. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme plaide pour l'ouverture d'une enquête indépendante. Est-ce que vous croyez qu'une telle enquête puisse avoir lieu maintenant sous la présidence de Félix Tshisekedi? Alors, pour l'instant, c'est un peu les signes que demande. Alors, il y a eu quand même, si on voit tout ce qui était récent sur les dernières exactions, etc., il y a des dossiers qui ont été ouverts, donc on va voir. Il y a Human Rights Watch ce soir qui demande à ce que les 10 victimes qui sont mortes juste après la proclamation des résultats, que les responsables soient jugés. Mais surtout, ce qui est passé, et ça c'est un vrai problème au Congo, parce que c'est un problème qui dure depuis maintenant plus de 20 ans, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de justice pour les crimes de sang lourds. Il y a un seul procès, deux procès qui sont emblématiques quand même au Congo. C'est le procès dans le Tanganyika pour crime de génocide, où là il y a eu quand même eu des responsables, mais où la responsabilité n'est pas remontée très haut. Et comme je vous le disais, ce député provincial qui a été effectivement poursuivi, Frédéric Batumike, pour ce type de crime et pour ses liens avec les milices. Mais finalement, sur l'ensemble, les gens ont toujours l'impression que la justice passe très vite sur les affaires. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas de réparation pour les victimes, ça c'est même, il n'y en a pas du tout. Il y a très peu de justice, pas beaucoup de réparation pour les victimes. Et c'est vrai que dans un contexte où on peut s'imaginer une idée de réconciliation nationale, ça va être compliqué quand même pour les gens de Béni, même s'il y a eu des procès qui se sont tenus là-bas et qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Les gens à Béni, par exemple, après 4 années ou 5 années de massacre, estiment qu'il n'y a toujours pas eu de justice. Et ça crée du ressenti et ça crée une manque de confiance envers l'État. Mais ça pose la question justement de cette fameuse commission. Hein, les internautes s'interrogent aussi dessus. Est-ce que ça pourrait être une solution, hein, justement, une commission de réconciliation nationale? Bah, après, c'est un choix politique. Hein. Ça a vraiment de savoir est-ce qu'il faut qu'il y ait la réconciliation, réconciliation avec justice, réconciliation sans justice. C'est vrai que ça n'a pas été du tout le choix qui a été fait au Congo, que ça a été plutôt un partage du pouvoir, si on s'en souvient bien, même pendant la transition, c'était un partage du pouvoir entre les chefs de guerre, dont Joseph Kabila, dont Jean-Pierre Bemba, dont d'autres. Et que donc, évidemment, quand on est sur des principes de partage du pouvoir, c'est assez difficile d'obtenir la justice, puisque les gens qui dirigent sont aussi ceux qui, à un moment ou à un autre, ont commis des crimes. Donc c'est assez compliqué. Là, pour l'instant, ce qu'on pourrait espérer de mieux, c'est la mise en place des chambres mixtes de justice qui devaient être mises en place, en fait, et pour lequel il existe d'ailleurs des textes et des projets de loi qui devaient être adoptés après le Mapping Report, donc ce rapport de l'ONU qui avait documenté tous ces crimes de guerre. Ces cours de justice n'ont jamais été mis en place et ça devait être un peu un échelon particulier entre la justice internationale et la justice congolaise, comme on peut voir en Centrafrique, par exemple. Il y avait des idées comme ça, en fait, de type de justice à la fois nationale avec un aspect international. Voilà, ça avait été évoqué, mais ça n'a toujours pas été mis en place. Un autre débat qui agite nos internautes, c'est de savoir où la justice doit être rendue, par quelle justice. Et on parle évidemment de la CPI ou de la justice congolaise. Alors, est-ce que c'est aussi un débat qu'on Alors, entend déjà? En théorie, rien n'empêche la CPI de juger après l'adoption du traité de Rome de 1997 ou la mise en place de la Cour de 2003. Rien n'empêche en fait la CPI de se saisir de ce genre de dossier parce qu'elle a une enquête en cours sur le Congo et notamment pour tout ce qui est crime en Ituri. Il y a encore Bosco Taganda donc pour les crimes d'Ituri qui sont jugés, mais pour l'instant la CPI n'a jamais fait le choix de juger des crimes pour autre chose que pour l'Ituri au Congo, alors que pourtant les demandes sont répétées. Il y a tout le Nord Kivu, y compris pour des personnages comme le général Bosco Taganda, qui sont accusés d'avoir commis des crimes au Nord Kivu. Pour l'instant, il n'est jugé que pour l'Ituri, et la CPI n'a jamais choisi d'ouvrir
à d'autres dossiers. Et pourtant, il y a d'autres dossiers qui existent, y compris au sein de la justice militaire, mais qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout. Est-ce qu'on a des explications, des hypothèses? Ben justement, enfin, c'est un peu tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de suspicions en fait, au Congo contre la Cour pénale internationale, et notamment dans des affaires comme celle de Jean-Pierre Bemba, qui était pour des crimes en Centrafrique et pas du tout au Congo. Il n'était pas jugé pour ce qui s'est passé au Congo, mais comme il était le principal opposant congolais au moment où il a été arrêté, c'est un peu comme Laurent Gbagbo, ça avait créé un peu des suspicions. Là, évidemment, encore plus avec le fait qu'il soit libéré juste avant l'élection présidentielle. Au Congo, les gens y ont vu une main noire, et donc voilà. Alors que pourtant, il y a quand même eu des efforts de justice qui ont été faits au niveau de l'Ituri, mais c'est vrai que les accusations qui sont faites contre la CPI, et notamment par l'opposition, c'est que il y a un deal il y avait un deal avec le président Kabila, et que ce deal se limitait à des faits précis, et qu'il ne fallait pas qu'il cherche ailleurs, et notamment pas qu'il cherche de tous les côtés. Merci à vous, Sonia Rollet, pour toutes ces explications, et merci d'avoir participé à ce On en parle dans le Journal Afrique. Merci d'avoir été avec nous.